le grand entretien Radio J, de l'invité ce du jour. grand journal. Radio J. Et donc, voilà, on y est. L'invité Frédéric Allemand, professeur à Sciences Po et spécialiste de l'Europe. Bonjour Frédéric Allemand. Bonjour Eva Soto. Alors, par exemple, en France, l'inflation actuellement, c'est 6,2%, là où plusieurs autres pays européens arrivent à une inflation à 2 chiffres. Alors la question qui se pose, l'éternelle question qui se pose, c'est est-ce qu'on s'en sortirait mieux tout seul, la France ? Non, sur ce terrain, absolument pas. Je crois que la réponse doit être claire. La France ne pourra se sortir des difficultés qui sont les siennes sur le plan économique, avec l'inflation, mais également sur le plan énergétique, avec l'augmentation des prix de l'électricité et derrière tout cela, la crise en Ukraine, qu'en agissant collectivement au niveau européen. Faire collectivement au niveau européen, par exemple, au niveau énergétique, qu'est-ce qui est fait actuellement collectivement au niveau européen ? Parce qu'on entend beaucoup parler de ce qui se fait en France, mais au niveau européen, comment tout ça est mis en place ? Alors tout ça est mis en place de façon, il faut être honnête avec les auditeurs, de façon très difficile. L'Union européenne n'a pas vocation à tout faire. Elle a une compétence, le moyen d'agir sur le fonctionnement du marché de l'énergie, mais sur les choix que les États membres font sur la composition de leurs ressources énergétiques, ce sont des domaines qui relèvent de la responsabilité nationale. Ce qui fait qu'en France, on a une production électrique majoritairement d'origine nucléaire, mais ce n'est absolument pas le cas en Allemagne, en Italie ou dans d'autres pays. Et à un moment donné, il faut que l'ensemble de cette diversité se retrouve sur des objectifs communs, et c'est là où les choses se compliquent énormément. Les choses se compliquent aussi parce qu'il y a plusieurs pays autour de la Russie qui semblent frapper à la porte de l'Union européenne. C'est notamment le cas, par exemple, de la Géorgie. Se pose aussi cette question avec cette guerre. Jusqu'où peut-on étendre l'Union européenne et à quoi ça sert ? Alors, sur la question du à quoi ça sert, je crois que la réponse est relativement évidente. Ça contribue non pas seulement à développer les structures économiques, ça ne contribue pas seulement à faire preuve d'un accompagnement dans l'ensemble des transformations que peuvent connaître un pays, notamment aussi dans ses relations avec les autres pays alentours, c'est aussi contribuer à un espace de paix. Après, et c'est là où est la difficulté aujourd'hui, il faut aussi être en capacité de respecter un certain nombre de valeurs, et on sait que dans 2 pays au minimum, en Hongrie et en Pologne, il y a ce respect des valeurs qui peut être problématique. Pour un pays comme la Géorgie, mais je pense que votre question derrière c'était aussi l'Ukraine, évidemment l'enjeu c'est au-delà de l'accès à la croissance économique, c'est de pouvoir avoir un soutien nettement plus marqué de la part des Européens vis-à-vis de l'Ukraine ou de tout autre pays qui serait dans une situation délicate. Frédéric Allemand, vu tout ce qui s'accumule, crise énergétique, crise économique, la guerre aux portes de l'Europe, ça pourrait faire penser que finalement l'Europe n'est pas à même de lutter contre tous ces défis. Qu'est-ce que vous en pensez et quelles données pouvez-vous nous dévoiler à propos de ces dossiers qui effectivement peuvent faire penser que finalement l'Europe, ça plombe plus qu'autre chose ? On est face à une contradiction qu'un jour il faudra quand même résoudre, et je crois que les crises peuvent être l'opportunité de les résoudre. On a donné des objectifs relativement ambitieux à l'Union européenne, question de croissance économique, question de maintien de la paix, d'entretien des bonnes relations avec les voisins, sauf qu'on ne lui a pas donné les moyens pour cela. Les moyens sont en grande partie préservés, maintenus dans les États. Donc on a une sorte d'opposition, c'est clair, entre des États qui voudraient agir, mais finalement qui se rendent compte qu'individuellement ce ne sera pas efficace, et puis un outil qui en principe, pourrait agir de façon nettement plus efficace et pertinente, mais auquel on ne donne pas tous les moyens d'agir. Là, au niveau sur la question énergétique, elle ne peut qu'organiser le marché de l'électricité, le marché de l'énergie. Elle ne peut pas agir sur les choix des ressources énergétiques. Sur la matière économique, certes, la Banque centrale européenne peut essayer de lutter contre l'inflation, mais quand l'inflation n'a pas d'origine un fait monétaire, mais un fait lié à la géopolitique économique, on se retrouve un petit peu gros gens comme devant, et il faut admettre qu'il faut changer le logiciel de l'Union européenne et lui donner les moyens d'agir.
Changer le logiciel de l'Union européenne, est-ce que ça ne passe pas aussi par, j'ai envie de dire, un changement de mentalité? Parce que, par exemple, actuellement, l'Allemagne a dit qu'elle allait rembourser une grande partie des frais énergétiques, non seulement des entreprises, mais aussi des particuliers. Et du coup, l'Allemagne, à qui on reprochait auparavant d'être très rigoureuse, de finalement faire un peu de la triche en faisant de la rétention et qu'il fallait qu'elle soit plus généreuse, quand elle est plus généreuse, ça lui est aussi reproché maintenant. Donc, sur quel pied ça danse, l'Europe? Alors, plus généreuse, la générosité qui était attendue de l'Allemagne, c'était vis-à-vis des citoyens situés dans d'autres États membres. Là, c'est la générosité qui est ciblée directement vers ces entreprises et vers ces citoyens. Et c'est là où ça pose un problème, où il y a le sentiment, effectivement, que l'Allemagne agit comme un cavalier un peu solitaire, et c'est assise quelque peu sur le fait qu'elle participe à un ensemble plus vaste qu'elle, et qu'il faudrait qu'elle considère dans ses politiques les interactions qu'il pourrait y avoir avec les voisins. Parce que ce que l'on voit très bien, c'est qu'il y aura des gains de compétitivité pour l'Allemagne, et non pas pour les pays étrangers, et avec une dégradation très forte de nos balances commerciales vis-à-vis de l'Allemagne. Donc, à un moment, il va falloir, là aussi, il faut que l'Union européenne et la Commission européenne en premier chef, eh bien, rappellent un petit peu quelques règles de jeu collectives si on veut rester tous ensemble. Dernière question, Frédéric Allemand. Est-ce que l'Europe a de quoi faire face aux défis qui s'ouvrent devant elle, c'est-à-dire une période difficile, il ne faut pas s'en cacher? J'ai envie de dire des périodes difficiles, on a déjà eu quelques-unes derrière nous, la crise des dettes publiques en 2010 jusqu'en 2015, la crise de la Covid. Il y a un certain nombre d'enseignements qui ont été pris à cette occasion, une capacité à agir plus vite. La crise, le conflit militaire provoqué par la Russie s'est traduit par une réaction nettement plus rapide que ce qu'on pouvait espérer, surtout sur un sujet aussi sensible. Donc il y a une évolution qui est plutôt possible. Tout n'est pas parfait. À nouveau, sur le terrain énergétique, il y a encore quelques chemins à faire. Est-ce que ça permettra de donner un élan suffisant pour aborder d'autres problèmes, la question environnementale, la lutte contre le changement climatique ou la question de justice sociale aussi? En tout cas, ça pose un certain nombre de jalons, ça peut créer quelques réflexes d'une action collective, même si, comme vous le disiez, comme vous le faisiez remarquer sur l'Allemagne, il y a encore des progrès à faire. Mais je pense qu'on peut quand même aller dans un bon sens. En tout cas, je ne désespère pas qu'on puisse en sortir du positif. Je crois que c'est aussi ce qu'il faut garder à l'esprit. Merci beaucoup Frédéric Allemand, professeur à Sciences Po et spécialiste de l'Europe. Bonne journée à vous. Merci d'avoir été en direct avec nous sur Radio J. Au revoir. Merci.